Le conseil d'administration du Conseil congolais des chargeurs s'est réuni en session budgétaire ce vendredi 29 décembre 2023 à Pointe-Noire, sous l'autorité de Jean-Luc Osso, conseiller du président de la République et président du conseil d'administration du Conseil congolais des chargeurs. Un cadre spécial dont l'enjeu majeur était de doter cette structure de prestations de services logistiques dont l'idéal est de participer à la diversification de l'économie nationale et partant de la compétitivité de la chaîne de transport multimodal et intermodal d'un budget exercice 2024. À l'heure actuelle du printemps de la logistique et des transports au Congo, pour les besoins de la compétitivité de notre chaîne de transport multimodal et surtout de l'amélioration de son indice de performance logistique, jugé en dessous de la moyenne, les coûts et délais de passage portuaire et corridors de transit constituent aujourd'hui une préoccupation majeure pour le Conseil congolais des chargeurs. Les experts et administrateurs ont mis du cœur à l'ouvrage dans l'examen des questions financières soumis à leur approbation à l'effet de doter cette entreprise publique de ce budget dont la perspective est de concrétiser toutes les actions contenues dans son projet de programme d'action 2024, entre autres l'organisation de la deuxième journée nationale du chargeur couplée au Salon international des transports et de la logistique et l'opérationnalisation de l'Observatoire des transports. Après examen des questions financières et budgétaires sur le rapport d'activité au 31 octobre 2023, le rapport sur l'exécution budgétaire au 31 octobre 2023, le projet du programme d'action exercice 2024, le projet de budget exercice 2024, le conseil d'administration, après amendement, a pris acte et a adopté ce qui suit. Le budget exercice 2024 est arrêté en ressources à la somme de 9 253 941 354 francs CFA et en emploi à la somme de 9 120 228 836 francs CFA. Il dégage un excédent de 133 712 515 francs CFA. Ce budget, qui chiffre en partie le programme d'action exercice 2024, a été adopté par le conseil d'administration avec acclamation. Aussi, les participants ont adressé une motion de soutien au chef de l'État à l'issue des travaux. Nous, membres du conseil d'administration du Conseil congolais des chargeurs, réunis en session budgétaire ce vendredi 29 décembre 2023 dans la salle de conférence du Conseil congolais des chargeurs à Pointe-Noire, exprimons solennellement notre vif soutien à son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, Président de la République, chef de l'État et premier logisticien du Congo, pour sa vision éclairée dans le développement de l'économie nationale. Nous lui rendons un vibrant hommage. Clôturant cette session, le chef du département des transports, de la logistique et de la marine marchande, président du conseil d'administration du Conseil congolais des chargeurs, a rappelé l'ambition du chef de l'État pour cet outil. En créant le Conseil congolais des chargeurs, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Denis Sassou Nguesso, a bien voulu doter notre pays d'un outil d'avant-garde de sa politique logistique, en faisant de la logistique une affaire d'État. Par conséquent, notre action doit être tournée entièrement vers l'ambition que le chef de l'État a pour le Conseil congolais des chargeurs. Enfin, à quelques heures du passage à la nouvelle année, je forme à l'endroit de chacun de nous des vœux de santé, de travail et de succès. Et sur ces vœux, je déclare clos les travaux de la session budgétaire 2024 du Conseil congolais des chargeurs. Je vous remercie. Une fin d'année qui se termine en apothéose pour le gouvernement du Congo-Brazzaville. À la clé, en Conseil des ministres, faisant le bilan d'une année mitigée, d'une part marquée par des événements malheureux qui ont occasionné des pertes en vies humaines, allusion faite à la tragédie du stade d'Ornano,
et des inondations qui ont touché environ 237 500 personnes sur l'ensemble du territoire national et ayant déploré 13 décès et 6 personnes disparues à ce jour. D'autre part, des résultats satisfaisants obtenus après la 4e revue du FMI. Le Premier ministre, chef du gouvernement Anatole Kolini Makosso, répondant aux questions de la presse, établit le bilan de l'action gouvernementale pendant ces 12 mois. 2023 arrive à son terme avec tout ce que nous avons connu comme enjeux et défis. On va commencer par quelque chose qui nous a attristés. C'est cette situation terrible que nous avons connue avec la mort d'une trentaine de nos compatriotes, de plus d'une trentaine de nos compatriotes, à la suite de l'opération de recrutement et d'enrôlement au sein des forces armées congolaises. Vous avez vu comment le président de la République est intervenu pour soutenir les parents, pour soutenir les familles éplorées. Il a trouvé les mots justes pour consoler chacun des membres des familles et comment le gouvernement s'est mobilisé pour apporter aide et assistance aux blessés et aux familles. 2023, s'il faut toujours continuer dans cette série noire, c'est un peu les compatriotes qui viennent aussi de trouver la mort à la suite des inondations que nous sommes en train de vivre un peu partout dans le pays. Au-delà de ces aspects évoqués supra, le gouvernement congolais au cours de cette année 2023 a posé les jalons des gigantesques œuvres dans les projets socio-économiques, notamment la construction de la route Ouesso-Pokola et du pont sur la rivière Sanga, dont les travaux ont été lancés par le président de la République, Denis Sassou Nguesso, en mai dernier. Nous pouvons aussi reconnaître que, oui, 2023 a été un moment de grande réalisation où des chantiers qui étaient totalement arrêtés ont presque repris. On ne va pas oublier que nous avons entrepris en 2023 les grands chantiers de réhabilitation de la route nationale numéro 2 et que, contrairement à ce que cette route était il y a quelques années, aujourd'hui, on peut penser que la circulation est en train de redevenir relativement normale avec les travaux qui sont en train de s'y réaliser. On ne va pas oublier qu'en 2023, le président de la République a posé la pierre du pont sur la Sanga. C'est un ouvrage important, emblématique, qui va nous donner la possibilité de poursuivre les travaux du corridor 13, qui va nous amener jusqu'à Bangui. On ne va pas oublier que 2023, oui, nous avons matérialisé l'engagement du Congo dans la prise de participation dans la compagnie qui doit assurer qu'il sera le développeur de la zone économique spéciale de Pointe-Noire. Voilà, et ce qui nous permet effectivement d'envisager une vraie diversification de l'économie au travers des zones économiques spéciales. Ensemble, ce sont des projets qui connaîtront leur développement en 2024, a indiqué le Premier ministre Anatole Kolini Makosso. Face aux professionnels de l'information, la coalition Publiez ce que vous payez a rendu public le mardi 19 décembre 2023 le rapport de suivi d'investissement public dans les secteurs de l'énergie et de l'hydraulique, exercice 2020-2022. Publiez ce que vous payez a, dans le même temps, mené une enquête auprès de 1731 personnes abonnées de l'électricité du Congo et 1080 de la Congolaise des eaux. Le retour de ces populations en matière de ressenti sur l'accès à l'eau et à l'électricité est un retour alarmant. Il est un retour préoccupant car ce retour met en évidence principalement un accès difficile à l'eau et à l'électricité et ce retour met sur la table des injustices criardes et des problèmes de tarification dans les pratiques qui sont des problèmes injustes ou qui établissent l'inéquité entre des localités et d'autres.
Au total, 52 projets, dont 24 en hydraulique et 28 en énergie, ont été établis dans 10 départements du pays. Rita Mabialat, responsable de programme suivi des investissements publics, fait ici le point des exécutions des différents projets. En 2020, nous avons eu 5 projets de l'énergie et 6 projets de l'hydraulique. Au total, 11 projets de 2020 que nous avons suivis, que nous avons ciblés. Et dans ces projets de 2020, nous avons 2 dont l'information n'a pas été rendue disponible, 9 non exécutés. Les projets de 2021 du ministère, nous avons 14 projets de l'énergie et 11 de l'hydraulique, ce qui faisait un total de 25 projets de 2021 que nous avons suivis. Et quel était l'état d'avancement? Dans les 25 projets du ministère, nous avons un projet achevé et fonctionnel en partie, c'est toujours le même, 2 projets achevés et fonctionnels, un projet en cours, 4 projets dont l'information n'a pas été disponibilisée et 17 projets non exécutés. Les projets de 2022, nous en avons eu 9 pour l'énergie, 7 pour l'hydraulique, ce qui fait un total de 16. Et sur les 16, 1 achevé et fonctionnel en partie, il s'agit toujours du même qui a été reconduit jusqu'en 2022, 1 achevé et fonctionnel, 2 informations non disponibles et 12 non exécutées. Alors, quelle est la situation du secteur de l'énergie par rapport à l'état d'avancement des projets? Sur les 28 de l'énergie, nous avons 1 qui est achevé et fonctionnel, 1 en cours, 6 informations non disponibles et 20 non exécutées, ce qui nous fait le total de nos 28 projets du secteur de l'énergie qu'on a suivis. Pour sa part, Brice Makosso, coordonnateur adjoint de Publier ce que vous payez, a présenté les conclusions et recommandations formulées à l'endroit du gouvernement et des parlementaires. En ce qui concerne le budget de 2020, donc dans le budget du ministère de l'énergie et de l'hydraulique, pour l'année 2020, il était prévu, dans le budget d'investissement, il était prévu 14 milliards 053 millions de francs CFA. 12 milliards 447 millions ont été ordonnancés, c'est-à-dire logiquement ont été payés. Ce qui fait un taux d'ordonnancement de 89%. Mais lorsque nous avions été sur le terrain, nous avions vu que 82% des projets répertoriés n'ont pas connu un démarrage. Donc il y a un vrai décalage entre ce qui a été prévu, ce qui a été ordonnancé et les projets exécutés sur le terrain. En 2021, c'est une enveloppe évidemment de 21 milliards. Je laisse de côté les quelques millions. Et 19 milliards évidemment ont été ordonnancés. Mais là encore, l'étude a montré que 68% des projets de 2021 n'ont pas été exécutés. Donc il y a là évidemment encore un vrai problème en ce qui concerne l'utilisation des revenus publics. Alors en 2022, il n'y a pas encore la loi de règlement, comme le disait Madame Abiala, donc on ne peut pas aujourd'hui vous dire quel a été le niveau d'ordonnancement du budget de l'État en 2022. La deuxième recommandation que j'aimerais commenter, c'est sur l'harmonisation de la tarification de l'électricité, qui devrait se faire en s'appuyant uniquement sur la consommation. Nous sommes à Pointe-Noire. C'est vrai que nous sommes la ville pétrolière, c'est certainement pour cela, puisque étant à Pointe-Noire, nous sommes censés être une ville riche, avec des revenus pétroliers qui retombent sur nous toute la journée. C'est pour cela que nous payons l'électricité plus cher que tous les autres compatriotes dans ce pays. Et donc nous recommandons au gouvernement, nous savons très bien que les Ponténégrins sont les plus riches, mais nous demandons quand même au gouvernement
d'harmoniser la tarification. Il n'est pas normal que Pointe-Noire soit la ville qui paye le plus lourd tribut en termes de consommation d'électricité. Nous savons que nous avons eu le bonheur d'avoir la centrale électrique du Congo, mais qu'on nous fasse aussi le bonheur de payer comme tous les autres Congolais. Il convient de noter que la campagne publiée Ce que vous payez est présente dans 50 pays dans le monde et elle a pour but la réclamation d'une gestion responsable des revenus générés par l'exploitation des ressources humaines. Les violences basées sur le genre gagnent de plus en plus du terrain en République du Congo, de quoi être en alerte, révèle le rapport d'analyse 2022 de l'UNICEF Congo présenté le 29 décembre 2023 lors d'une conférence de presse. 1338 enfants et adolescents âgés de 12 ans ont été victimes des violences sexistes en 2021 en République du Congo, selon les études menées dans ce rapport. Parmi eux, 841 ont été agressés sexuellement dans les formations sanitaires et 248 dans les commissariats de police. Ces abus sont aussi très courants en milieu scolaire, en ligne, ainsi qu'en milieu familial. Les principaux auteurs de ces actes de violence sont en effet les parents ou un proche. Ces agressions peuvent être physiques, économiques, sexuelles, verbales ou psychologiques. Les causes sont d'ordre économique, culturel et sociale. La jeune féminine est la plus exposée à ces violences, avec un pourcentage de 97,1%, contraire à celle des garçons qui s'élève à 2,9%. Face à un tel silence constaté chez les victimes, la chef éducation, protection et développement adolescent de l'UNICEF, Cynthia Aka-Douabélé, a exhorté les victimes à faire l'effort de dénoncer les auteurs pour éradiquer le phénomène dont les conséquences sont indélébiles. On s'est dit que ce n'était pas suffisant de rester au niveau scolaire parce que les enfants sont aussi victimes de violences, que ce soit dans les communautés ou dans les autres structures où on rencontre les enfants dans la rue et partout. Donc, les objectifs de cette étude-là, c'est de documenter les violences faites aux enfants et aux adolescents, que ce soit dans les formations sanitaires ou dans les bureaux de police judiciaire ou même au niveau des ONG qui prennent en charge ces cas de violence. La violence basée sur le genre est l'ensemble des actes nuisibles dirigés contre un individu ou un groupe d'individus en raison de leur identité du genre. En République du Congo, la Convention relative aux droits de l'enfant et la loi Mouebara s'appliquent dans ces formes de violence. Cependant, la prise en charge des victimes reste un défi à relever. La descente parlementaire est une pratique qui consiste pour les élus à aller à la rencontre de leurs mandants pour échanger sur les préoccupations de ces derniers. Cette pratique est courante dans plusieurs pays, y compris en République du Congo. À Pointe-Noire, l'élu de Lumumba 1, Louis-Gabriel Misatou, n'a pas dérogé à la règle. Il a reçu dans un cadre approprié ses mandants et ils ont discuté dans une complicité familiale dont le député a lui seul le secret. Il a fait le compte rendu de la dernière session parlementaire. À cette session budgétaire, il y a eu 18 affaires. Parmi les 18 affaires, 14 ont été traitées et 4 ont été reportées à une session ultérieure, donc à la prochaine session de février. Et sur les affaires qui ont été traitées, je vais essentiellement m'attarder sur une affaire parce qu'elle nous concerne, nous, particulièrement les Pontenégrins. C'est le vote de la loi de finances exercice 2024, c'est-à-dire le vote du budget de l'État exercice 2024. Ce budget est voté en recettes à un montant de 2662 milliards 211 millions de francs CFA et en dépenses à 2088 milliards 951 millions
de francs CFA, avec un excédent budgétaire de 573 milliards de francs CFA qui seront affectés pour combler le déficit de trésorerie. Donc, dans ce budget, grâce aux efforts que nous avons menés, nous sommes parvenus enfin, à faire que, dorénavant, à partir de 2024, il y aura un sous-compte créé dans les livres de la Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC, dans lequel seront logées toutes les recettes, toutes les taxes, tous les impôts liés ou dédiés ou destinés aux collectivités locales, pour que cela ne rentre plus dans la masse commune ou dans la caisse commune qui empêchait à l'État de nous rétrocéder ça. Notamment nous, pour Pointe-Noire, ça représentait, si je prends les États de 2022, environ 1 milliard et quelques de francs CFA par mois. Après son compte rendu, le député Louis-Gabriel Missatou s'est prêté à l'exercice des questions avec débat proposées par les électeurs. Des questions d'assainissement de leur environnement aux cruciaux problèmes d'eau potable et d'électricité, en passant par les questions d'éducation. En tout cas, toutes ont été élaborées et trouvé des réponses convaincantes de la part du député. Après plus de 3 heures d'échange, les mandants de la première circonscription de Lumumba 1 n'ont eu que des larges sourires pour exprimer leur satisfaction. Depuis le début de cette saison de pluie, plus d'1 millier de personnes au Congo-Brazzaville ont été affectées par des pluies diluviennes qui s'abattent dans presque toutes les localités du territoire national, occasionnant l'ensablement des voiries urbaines, la destruction d'infrastructures routières et l'inondation de plusieurs quartiers et villages. Une situation qui ne permet pas aux autorités congolaises de fermer l'œil et contraint d'être au four et au moulin afin d'apaiser les souffrances des populations affectées. D'où cet engagement de mettre la main à la poche et réunir 2 milliards de francs CFA, question de parer au plus pressé. Le Premier ministre Anatole Kouliné Makosso, réunissant ses collaborateurs, préconise la mise en œuvre d'un plan de contingence pour faire face à ce genre de catastrophe. Instructions vont être données au ministre des Finances et au ministre des Affaires sociales d'ouvrir un fonds pour y héberger déjà la ressource du gouvernement. Dans le cadre de leur responsabilité sociétale, une société nationale a déjà manifesté son intérêt à abonder ce fonds. C'est la Société nationale des pétroles du Congo, qui peut rendre disponible aussi au moins 2,5 milliards de francs CFA. Et peut-être qu'avec le plan de contingence, plusieurs autres personnes publiques comme privées, physiques comme morales, pourraient participer à abonder ce fonds. Il va falloir qu'une équipe soit vite mise en place aux côtés du gouvernement, sous la responsabilité du Premier ministre, pour mettre en œuvre un plan d'urgence d'assistance pour que les populations des localités comme Osaka, Nakotipoko, Liranga, un peu dans toutes ces localités, consentent déjà la présence de l'État, l'assistance dont ces populations doivent bénéficier de la part du gouvernement et de l'ensemble des partenaires. Ne dit-on pas qu'un seul doigt ne peut laver la figure et que l'union fait la force? Dans pareilles circonstances, l'association de plusieurs énergies s'avère importante. Alors pourquoi ne pas associer tous ceux qui sont acquis à la cause? D'où la présence aux côtés du Premier ministre du coordonnateur résident des agences du système des Nations Unies, Chris Mbourou, et du révérend pasteur Germain Lubota, président du Conseil supérieur des églises de réveil du Congo, pour une synergie avec des soutiens solides et coordonnés vers ces épreuves. Le gouvernement congolais a déjà mis en place un fonds de soutien pour la situation humanitaire. Et nous, en tant que Nations Unies, nous allons participer
nous allons contribuer. Et je fais appel ici à tous les partenaires du Congo, vraiment de participer dans ces fonds, parce qu'il s'agit d'une crise humanitaire. J'ai constaté aussi que le gouvernement congolais a déjà le cadre qu'il nous faut pour l'accompagnement. Nous voulons d'abord saluer la décision de M. le Premier ministre d'avoir vraiment amené les églises ou les confessions religieuses à être sensibilisées sur la grande catastrophe, n'est-ce pas, qui s'abat dans notre pays due à ces précipitations et à toutes ces inondations-là qui couvrent pratiquement une grande partie du pays. Il y a un fonds qui a été décidé dans lequel on va appeler pratiquement tout le monde à abonder. Et déjà les confessions religieuses, comme nous l'avons fait autrefois, nous pouvons aussi déjà non seulement sensibiliser et éduquer les populations par rapport à toutes les mesures qui vont être prises dans ce cadre-là, mais nous pouvons également abonder, n'est-ce pas, ce fonds-là. Et je crois que, comme nous l'avons dit, nous allons convoquer un peu toutes les plateformes, toutes les sensibilités des confessions religieuses pour que nous puissions nous réunir pour essayer de réfléchir sur le type d'action que nous pouvons proposer aussi au gouvernement pour accompagner cette action-là. Et je crois qu'en faisant cela, nous accomplirons, c'est la parole du Seigneur qui veut que nous pouvons rechercher le bien de la nation dans laquelle, n'est-ce pas, nous vivons, surtout lorsque la nation est en difficulté, parce que notre bonheur à nous dépend effectivement du bonheur et du bien de cette nation. Pour cela, l'action humanitaire incarne la ministre Irène Marie-Cécile Mbokou-Kimbatsa à la clé une stratégie à double volet s'apprête à intervenir à un rythme accéléré. Personne ne sera mis au bord de la route. Tous les Congolais sinistrés, avec les moyens que nous aurons, nous allons aller vers les compatriotes sinistrés. C'est vrai que, pour les grandes villes, on peut essayer de s'en sortir parce qu'on peut sortir de chez soi pour aller chez un voisin, chez un parent. Mais vous prenez le cas de Moussaka. Moussaka, tout est dans l'eau. Nous avons échangé avec le sous-préfet de Makoti Poko il y a 2 jours. Il nous disait que les 2/3 de la population étaient sortis de Makoti Poko. L'instruction, c'est l'ouverture d'un compte pour que les fonds mobilisés par le gouvernement soient placés dans ce compte-là pour que nous commençons l'assistance humanitaire. Cela va se faire après la première mission que le Premier ministre va conduire pour aller sur le terrain, voir l'évolution de la situation avec le retrait. Par ailleurs, le gouvernement s'engage à redoubler d'efforts pour que toutes les populations des zones sinistrées puissent progressivement retrouver une vie normale.